Aujourd'hui, je vous emmène aux portes d'Angers découvrir les Ponts de Cé. Une petite ville morcelée par tout un tas de bras, de rivières plus ou moins grandes qui en font, vous allez le voir, un véritable archipel ligérien et dont l'histoire est toujours liée à l'eau. Aux portes sud d'Angers, les Ponts de Cé se situent à la confluence de la Loire, de l'Authion et du Louette, deux de ces petits affluents. Avec la Loire, la commune fournit les 18 millions de mètres cubes d'eau potable qui alimentent l'agglomération angevine. Christophe m'emmènera découvrir cette infrastructure ligérienne. L'omniprésence de l'eau a permis au Pont de Cé d'être la capitale de l'horticulture et Christian y a fait une découverte. Son nom latin c'est Molinia et on lui a donné le nom de les Ponts de Cé parce qu'on l'a trouvé sur la commune. Ne me dis pas que tu cuisines tout le temps comme ça. Si, tout l'hiver. Sérieux? Tout l'hiver. Isabelle est passionnée de Moyen-Âge. Elle m'apprendra comment cuisiner la poule au pot à l'ancienne. Nicolas et ses amis possèdent la plus belle collection de cerfs-volants d'Europe qu'ils font voler au-dessus de la Loire. En cas de gros vent, ça peut tirer jusqu'à 1 tonne de traction. Vincent est enseignant en géographie. Passionné par l'histoire de sa commune, il me donne quelques clés sur la situation unique des Ponts de Cé par rapport au fleuve. Là, on marche dans le fond du lit de la Loire. Oui, complètement. Donc, les Ponts de Cé sont installés dans le lit majeur de la Loire. C'est même la seule ville ligérienne à être installée dans le lit majeur de la Loire et perpendiculaire à lui. En fait, les Ponts de Cé sont une ligne de pont. Ce pont-là est assez impressionnant par rapport à ce bras qui, certes, lui aussi est de belle taille, mais c'est un pont qui en impose. Ce pont d'Omnacus est finalement assez récent. Il date du milieu du 19e siècle. C'est la reconstruction d'un ancien pont, de l'ancien pont Saint-Maurier, dont les piles étaient trop étroites pour les mariniers et puis qui n'était pas assez haut, qui n'était pas hors d'eau. Pourquoi il s'appelle Domnacus? Alors il s'appelle Domnacus parce qu'au 19e, il y a eu un récit régionaliste, comme on parle aujourd'hui de récit national, et les Angevins ont voulu montrer que les Gaulois avaient résisté aux invasions romaines. Et puis donc Domnacus, c'est un des chefs gaulois qui aurait combattu les Romains, mais on n'est même pas sûr que la bataille a eu lieu ici. Souvent, les ponts enjambent de l'eau, de rivière ou autre. Là, on a un pont, mais il n'y a plus d'eau. Alors effectivement, ça montre que les Ponts de Cé sont une ligne de pont. Ouais. La plupart, en fait, ont été remblayés et il reste quelques traces visibles, comme ici dans les douves du château. En tout, il y a 137 arches. Il y aurait 137 arches visibles comme celle-ci, mais la plupart ont été remblayées. Et aujourd'hui, il y a environ 500 mètres d'arches encore visibles. Et pourquoi la ville porte ce nom des Ponts de Cé? Les ponts, on peut l'imaginer, parce qu'effectivement, ils sont très nombreux, mais il y a un rapport avec quoi? Alors, il y a une légende tenace de la Renaissance qui dit que, en fait, César aurait voulu construire les ponts de César. Et puis, il y a eu une attaque gauloise aurait empêché le sculpteur d'inscrire la fin du mot César. Mais c'est une légende vraiment fantaisie, c'est folklorique. Plus sérieusement, les étymologistes pensent qu'il y avait une villa gallo-romaine du nom d'un Saïacus. Et puis, l'évolution phonétique aurait donné C. Alors, les Ponts de Cé, c'est aussi un terme que l'on peut avoir entendu au travers d'une chanson du célèbre poète Aragon. Vous connaissez l'histoire, hein? Alors effectivement, Louis Aragon, quand il était militaire, en juillet 40, il serait passé avec sa division au Pont de Cé quand l'armée française était en pleine débâcle. Et là, il aurait écrit le fameux poème C, qu'on trouve dans le recueil Les yeux d'Elsa, le poème « J'ai traversé les Ponts de Cé », c'est là que tout a commencé. Et où il clame son amour pour la France et puis sa désolation de voir la France dévastée par l'armée ennemie. Implanté en bord de Loire, mais beaucoup plus récent, voici les Rives d'Art. Un lieu dédié à la création en lieu et place de l'ancienne usine Cannelle, qui fabriquait des hameçons. Aujourd'hui, le site accueille une dizaine d'artistes qui profitent pleinement de cette situation face à la Loire.
a vraiment cette évolution de paysage, de couleurs aussi, qui est vraiment très inspirant en fonction du temps, de la saison. C'est très très agréable d'être de ce côté-là du bâtiment avec une vue imprenable. Une enlumineuse, mais aussi des luthiers, une créatrice de bijoux ou encore des vitraillistes. Ouvert en janvier 2016, Rive d'Art regroupe déjà 12 professionnels dans 9 ateliers. Chacun y a trouvé un espace où travailler, mais aussi des collègues. Un collectif propice à la création. Tiens, ton petit café. Merci. Ça, c'est gentil. C'est l'avantage d'être ici, quoi. Et du coup, ça fait comme une petite famille, quoi. C'est sympa. C'est sympa parce qu'en fait, on peut échanger. Parce que ce sont des métiers où on est souvent amené à travailler tout seul. Et donc là, il y a un échange qui peut se créer en fait avec tous les autres artisans. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on échange sur nos projets, sur la façon dont on travaille, les thèmes qui nous intéressent pour pouvoir travailler. Et cet échange-là est très intéressant. En fait, on n'est pas isolé du tout. Il y a 2 ans à peine, le lieu n'était qu'une friche, une usine laissée à l'abandon. Les établissements Cannelle ont produit ici pendant près de 50 ans des hameçons de rivière, une entreprise qui a fortement marqué la ville. C'est une entreprise qui s'est installée en 1945 et qui a très vite eu besoin de main-d'œuvre et qui a embauché jusqu'à 200 personnes et beaucoup de poncés dans les années 60, essentiellement des femmes parce que comme c'était des hameçons de rivière, on est en bord de Loire, c'était des petits hameçons et il fallait des petits doigts vraiment pour les ausculter, les trier, les mettre en sachet, en boîte, etc. Et la marque au Lion d'Or était très réputée pour ces hameçons robustes et la qualité vraiment de la production. Lorsque le lieu a ouvert, ce nouveau lieu Rive d'Art a ouvert, beaucoup d'anciens ouvriers sont venus sur place et il y en avait plein qui étaient émus aux larmes. Redevenu lieu de création et d'innovation, le site reprend vie et s'ouvre même au public. Les artistes accueillent les visiteurs 1 semaine sur 2, les vendredis après-midi. À 2 pas d'ici, c'est sur l'Othion, l'un des affluents de la Loire, que je retrouve Vincent. Quand on dit que les Ponts de Cé est morcelé par la Loire et différents autres bras de la rivière, on ne dit pas des bêtises, parce que voilà encore une autre rivière et encore un autre pont. L'Othion est un affluent de la Loire, donc effectivement l'eau est omniprésente sur les ponts de Cé. D'ailleurs 70% de la commune est inondable. Donc pourtant de gros efforts ont été faits pour canaliser notamment l'Othion qui pouvait inonder le nord de la ville. Mais effectivement, autrefois, en fait, la vallée de la Loire faisait 3 km. Entre ici et puis le Louet, il y avait 3 km de largeur et l'eau pouvait s'écouler sur 2 km 500 à peu près. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, en fait, sur ces mêmes 3 km, il n'y a que 500 mètres environ d'endroits où l'eau peut s'écouler. Et tout le reste a été urbanisé. Donc d'où les goulets d'étranglement et puis les fameuses crues que la ville connaît. C'est ici, juste là sous mes pieds, que l'eau de la Loire est puisée avant d'être traitée pour alimenter en eau potable les 280 000 habitants de l'agglomération d'Angers, ce qui représente à peu près 18 millions de mètres cubes par an. Bon, vous imaginez bien qu'avant de boire l'eau dans notre verre sur la table, il y a un tout petit peu de travail. On va aller voir ça. Puisée puis canalisée parfois sur 4 km, c'est ici, à l'usine d'eau potable des Ponts de Cé, qu'est traitée l'eau de la Loire. Ingénieur, Christophe veille sur les lieux et m'explique tout. La Loire est juste là, à quelques mètres, et en même temps c'est elle qu'on retrouve aussi dans ces bassins. Mais entre là et ici, il se passe quand même quelques petits événements. Tout à fait, l'objectif c'est d'éliminer les matières indésirables. Ici, c'est l'étape de décantation. On va séparer les matières que l'on ne veut pas dans l'eau potable pour ensuite qu'elles soient traitées au niveau de la filtration sur sable.
Elle paraît pourtant déjà relativement claire. Il s'est passé combien d'étapes jusque-là? Juste avant, on a une étape de pré-traitement. Pré-traitement, coagulation, flocculation. On agglomère les matières indésirables que l'on va piéger dans l'eau. Et quels sont les principales ennemis de l'eau? Ce sont les bactéries? Ce sont les bactéries, les virus, la température aussi. Alors une fois qu'elle est ici, elle est déjà pas mal, mais elle n'est pas encore consommable. Hein. Elle va aller où? Il va se passer quoi? Alors ensuite, on va avoir 2 étapes. Ouais. Une première étape qui va être la filtration sur sable. On va faire passer l'eau dans un lit de sable pour éliminer encore toutes les impuretés qu'elle pourra avoir. Et la dernière étape, c'est de l'affinage de l'eau. On va faire passer l'eau à travers des membranes d'ultrafiltration. Et là, on va éliminer tout ce qui est virus et bactéries. Et ça se passe où tout ça? Juste derrière nous. Eh ben, vous allez montrer ça. C'est une usine quoi, des tuyaux, des bonbonnes. Il y a de l'eau mais on la voit pas. Et pourtant, l'eau, elle est tout autour de nous. Là, nous sommes dans l'étage d'ultrafiltration. Et l'eau, eh bien, on la voit dans tous les tuyaux qui sont au-dessus de nous et dans les membranes d'ultrafiltration, donc les gros tuyaux blancs que l'on voit devant nous. Ultra parce que extrêmement filtré? Alors, extrêmement filtré, mais on ne va retenir que ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les sels minéraux passent au travers de la membrane. Voilà. Et c'est la dernière étape de traitement d'eau sur l'usine. Ensuite, l'eau, on va la stocker dans des citernes de contact chlore et ensuite dans des citernes qui sont sous nos pieds, qui font 20 000 m3 et qui correspondent à peu près à la moitié d'une production journalière. Bon alors vous sentez pas, hein, mais moi je vous le dis, ça sent comme à la piscine. Pourquoi ça sent le chlore hein? Ah, ça sent le chlore. C'est le seul bâtiment que ça sent le chlore. Pourquoi? Parce que les membranes, ce sont des filtres. Et donc, comme tout filtre, à un moment, il faut le nettoyer. Donc, on fait un nettoyage au chlore avec de l'eau surchlorée. C'est pour ça qu'on a cette impression de piscine dans ce bâtiment-là. Avant que cette usine voie le jour et que l'eau de la Loire soit puisée, traitée et qu'elle soit ce qu'on connaît aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Ça a été quoi les dates clés de l'eau potable à Angers? On peut résumer ça en 3 dates. Première date, 1856. C'est la première fois que l'eau est puisée dans la Loire et distribuée sur Angers. Alors, on ne parle pas d'eau courante ni d'eau potable. Hein. Elle est distribuée sur Angers par l'intermédiaire de bancs de fontaines. La deuxième date clé, donc 120 ans plus tard quasiment, c'est 1970, c'est la première usine de traitement d'eau potable qui voit le jour au Pont de C, toujours sur le même site. Donc depuis 1856, l'eau produite sur Angers vient toujours des Ponts de C. Et ensuite, la dernière date clé, c'est 2004, c'est l'usine que vous visitez aujourd'hui, qui a été modernisée il y a maintenant près de 12 ans. À chaque étape du traitement, des analyses sont effectuées 2 fois par jour dans le laboratoire de l'usine. On vérifie entre autres le taux d'acidité. Et pour le goût... Maintenant, ce serait peut-être bien de goûter l'eau. J'imagine qu'il y a l'eau, forcément. Alors, il y a l'eau du robinet. Que vous traitez ici. Et 3 eaux du commerce. D'accord. Donc, ça va de 1 à 4. Je commence par la 1. Allez-y. Bon, la première, on la goûte, elle a le goût d'eau, quoi. C'est après, quand on goûte les autres, normal. Qu'on doit voir la différence. Hein. Tout à fait. D'accord. Je suis meilleure au champagne. C'est une opération que l'on fait alors régulièrement. Ça, c'est pas de l'eau du robinet. Je dirais que ces 3-là sont des eaux en bouteille et que la première, c'est de l'eau du robinet. C'est pas ça. C'est vrai, c'est pas ça. Ça, c'est une eau en bouteille. Non. Non. Ça, c'est l'eau de... Ça, c'est l'eau du robinet. L'eau qu'on a vu passer dans tous les... C'est pas possible. Tout à fait. Je m'attendais à ce que l'eau du robinet soit un peu plus javelisée en goût. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc elle est vachement bonne. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle est vachement bonne. Tout à fait. Et n'importe qui peut la consommer, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On peut la mettre en toute confiance dans le biberon des enfants. Vous êtes content, hein? Vous avez raison. Satisfait du travail réalisé par les collègues aussi. Ah ouais, je suis bluffée, franchement. Mais la Loire ne fournit pas seulement l'eau potable. Elle a aussi permis au territoire ligérien une culture très particulière.
En route pour une petite balade verte et fleurie en toute saison. On est ici dans l'une des capitales horticoles de France. Alors si les Ponts-de-Cé font le renom de l'horticulture angevine, elle le doit à un climat favorable à de nombreuses espèces végétales, comme par exemple les vivaces, mais aussi à un sol varié avec de grandes qualités agronomiques. Et ça, bien sûr, c'est largement dû à la présence de la Loire. Au XVe siècle, le roi René, duc d'Anjou et comte de Provence, introduit de nombreuses plantes méditerranéennes dans la région. C'est au XIXe qu'André Leroy, pépiniériste, développe à Angers la plus grande pépinière d'Europe de l'époque, avec un catalogue en 5 langues. L'horticulture était née en Anjou. Vous êtes toujours là, on se perd pas, hein? C'est un peu touffu. Bonjour! Bonjour. C'est quoi cette pampa? C'est beau, hein, mais c'est fourni. Oui, là vous êtes au milieu d'une production de graminées ornementales qui sont destinées au paysage français. Voilà, on va planter ça un petit peu partout dans les villes. Voilà. Et puis celle-là, est-ce que vous la connaissez au moins? Alors déjà que j'étais pas capable de nommer les autres comme des graminées. Alors ouais. Si vous me demandez le nom savant de celle-ci, je suis bien incapable de répondre. C'est tout simple en plus. Ici on est sur la commune des Ponts-de-Cé. Ouais. Et cette graminée, son nom latin c'est Molinia et on lui a donné le nom de les Ponts-de-Cé parce qu'on l'a trouvée sur la commune. Et aujourd'hui elle est diffusée dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada. On a gagné des prix avec. Qui l'a trouvée? Mais qui l'a trouvée? C'est moi. En me Comment promenant dans mes pieds-mères, je suis producteur, donc j'ai des pieds-mères. Ouais. Et elle s'est semée naturellement et je l'ai découverte au milieu des autres. Et en quoi est-ce qu'elle est différente? Elle a muté ou comment est-ce qu'elle a pu naître, hein? C'est une mutation génétique. En fait, je vais vous montrer son voir. intérêt à l'automne. Voilà, je dirais qu'elle a la couleur du coteau du Layon. Donc c'est formidable pour la région. Et tout l'été, elle est noire. C'est ce qui fait la différence avec les autres qui sont vertes. Voilà. Et donc elle est très appréciée par les paysagistes. Vous avez la main verte, hein? Non, c'est simplement un peu de chance. Non, j'aurais dû dire non, je l'ai rouge. Ouais. Le roi René fit des Ponts-de-Cé son lieu de villégiature préféré. Duc d'Anjou et de Lorraine, il était en titre roi de Naples et de Jérusalem. Ce souverain contemporain de Jeanne d'Arc était un homme cultivé qui entretenait de nombreux artistes à sa cour. Dans cette gentilhommière qui lui appartenait, Isabelle et son mari ont trouvé un cadre idéal pour laisser libre cours à leur amour du Moyen-Âge. Pratiquement inhabitable à leur arrivée en 1990, ils ont patiemment rénové le manoir du Rivet dans les règles de l'art pour en faire une maison d'hôte. Bonjour Isabelle. Et bonjour. Dis donc, tu es en plein boulot? Oui, je suis en train de préparer une poule au pot. Tu viens m'aider? Avec plaisir. Hein. Allez. Une poule au pot. C'est médiéval, ça, non? C'est médiéval. On va la faire avec des panais, sans pommes de terre, parce qu'il n'y avait pas de pommes de terre à cette époque. Pas de pommes de terre? Hein. Ah non, elle n'était pas encore arrivée. Parmentier n'est pas encore passé non, par là. il n'est pas passé. Bon, alors Oui. donne-moi un truc à regarde. éplucher. C'est la recette donc de la poule au pot, c'est un peu plus simple, je crois, non? Une poule au pot, ça se fait cuire dans l'eau froide. Tu mets ta poule, tu mets tes épices, tu mets ton sel, ton poivre, tes oignons, ton clou de girofle, tout ça. Très bien, tu mets tes légumes et là, tu pousses au feu. Mais il ne faut pas un feu violent. Il faut un feu doux, constant. Donc, pas n'importe quel bois. C'est pour ça que tu as fait un feu? Oui. On va la cuire là? Oui. Ah non, mais toi, tu vis, tu respires, tu manges médiéval. Hein. Oui, moi je vis, je pense, j'aime le médiéval, j'aime cette époque. Le XIVe siècle, ça a toujours été pour moi une époque où c'était pas forcément très facile la vie, ça d'accord. Mais au moins, c'était quelque chose de franc. C'est quand même pas commun d'habiter une maison où son illustre et précédent propriétaire était le roi René. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on a acheté la maison, ça, on n'était pas au courant. On a su après, et là, on a découvert que la base de la maison, c'est 1210, que le roi René l'a acheté en 1455. On ne sait pas trop si c'est mai ou juin, mais 1455, il achète cette métairie avec tout le domaine. Et en plus, il y avait des vignes, il y avait un jardin, il élevait les poules. C'est pour ça que la poule au pot... Il élevait les poules? Oui, il élevait des poules pour envoyer à sa sœur qui était reine de France et qui trouvait qu'elle mangeait mal à Paris. Ah, c'est d'un chic. Hein. Donc, eh oui, donc il élevait des poules ici qu'il lui envoyait par messager à la cour de France. La maison est classée? Oui. Le parc, le porche et la chapelle également. Et la chapelle, hein? Oui.
Il y a une chapelle? Oui, il y a une chapelle ici. Elle est où? Là, juste là. Petite chapelle, maximum 30 personnes. Oh, le petit bijou. C'est Voilà. un petit bijou. Toute petite, mais fabuleuse, avec un acoustique extraordinaire. Dans la chapelle, on a les armes de Jeanne et surtout celle du roi, qui est juste au milieu. Et là, on se rend compte, parce que les Lorrains nous l'ont volée, mais elle était à nous, la double croix quand même. C'est la croix d'Anjou. Elle est juste au milieu. Les deux poissons, c'est le canton de Bar. Ensuite, il y a Aix-en-Provence, la Sicile et Jérusalem. Tous les royaumes du roi René. Cette chapelle est dédiée à la Vierge. Et lorsqu'on l'a trouvée, on l'a entièrement remeublée, mais au bout de pratiquement 15 ans avec mon mari, parce que c'est très difficile de trouver des meubles. Parce qu'elle n'était pas dans cet état-là? Pas du tout. Ah. Non. Elle n'était pas dans un état qui était digne d'une chapelle. Elle est toujours consacrée? Elle est toujours consacrée. On s'est mariés ici, avec mon mari, voilà, dans cette chapelle. Et c'est vraiment, oui, elle est toujours consacrée, inscrite à l'évêché. Quand tu parles de la chapelle des Rivettes, ils vont te dire elle est consacrée, pas de souci. Mademoiselle va venir. Mais tu cuisines, tu me dis pas que tu cuisines tout le temps comme ça? Si, tout l'hiver. Sérieux? Tout l'hiver. J'adore cuisiner dans la cheminée. Et il y a un gros avantage, c'est que ça donne une saveur inégalable. Et là, on met tous les légumes. Oh, c'est génial. Et après, on va mettre de l'eau froide. Ça doit plus faire beaucoup hein, dans les maisons comme ça, de cuisiner dans une grande marmite Ah bah oui, mais au feu de bois. C'est beau. on va amener de l'eau. En levant un peu les yeux, il est, paraît-il, fréquent de voir flotter de drôles de personnages. Ils tutoient les nuages dans le ciel de Loire. On suit le fil, hein. Ça a l'air trop chouette. Nicolas et son frère Sylvain ont découvert le cerf-volant adolescent. Quelques années plus tard, en 98, ils remportent le titre de champion du monde. Voilà, là, ça va décoller, donc les copains ils vont nous laisser. Je vais essayer voir ce que ça donne et puis après je te la mets entre les mains. Hein. Quoi, moi? Bah oui. Comme ça, là? Ah bah on n'est pas là pour rigoler. Hein. Oh bah si, un peu quand même, hein. Un peu light, hein. Tiens, alors regarde, tu Quoi? peux essayer de tenir. Bon, reste pas loin, hein. Non. Attends, alors tiens faut que un tu bout. tiennes bien. Hein. Faut que Bah, tu... j'ai bien compris, ouais. Faut que tu bloques, Attends, hein. tiens, Non, Nico, je tiens. tiens. Oh punaise, ça tire, la vache. Attends, tiens. Là, je tiens tout. Hein. Ah tiens, ça Elle fait semblant, elle fait semblant. Non mais attends, j'ai pas de prise du tout. Faut que t'enroules. C'est Non, super faut éviter d'enrouler. lourd. Ouais. Ça C'est peut tirer jusqu'à super 1 tonne lourd. 2. En cas de gros vent, ça peut tirer jusqu'à 1 tonne 2 de traction. Ah punaise, Alors, pour je crois, je expliquer- me rendais pas compte. Hein. Pour expliquer, si on l'accrochait à une voiture, eh ben la voiture elle serait tirée par le cerf-volant alors qu'elle est en point mort quoi. Ou en... Ah ouais. Mais t'aurais dû me dire, j'aurais mis des roulettes sous mes chaussures et comme ça, wouh. Tu vois? Nicolas et son équipe de cerf-volistes possèdent près de 400 cerfs-volants, dont 25 géants, comme celui-ci. C'est la plus belle collection d'Europe qui vole dans les airs des Ponts de Cé. Une passion partagée en France par un petit millier d'amateurs. Comment t'es venu au cerf-volant? Ah, c'est une vieille histoire maintenant, hein. Ça fait quasiment 20 ans, ouais, 20 ans à peu près. Avec mon frère, on faisait de l'aéromodisme, des petits avions. Et puis un jour, par hasard, on a eu notre brevet des collèges. On a réussi à l'avoir et du coup, nos parents, on leur avait demandé une mobilette et ils ont eu la bonne idée de nous offrir un cerf-volant. Je pense qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait derrière, puisque ça fait 20 ans. Ouais. Non, ils ne regrettent pas, au contraire. Grâce à ça, on a pu faire le tour du monde, rencontrer des gens passionnants et puis nous-mêmes vivre des choses exceptionnelles. Puis Quoi, devenir champion, quoi, champion du monde. Hein. Ouais, venir champion, à la limite, ça c'est une chose, c'est vrai, c'était une partie de notre vie, hein, ça date aussi, il y a très longtemps, quand on était plus jeune, on faisait en équipe, donc on volait un peu comme la patrouille de France, mais avec des cerfs-volants. Wow. On voit ça de plus en plus maintenant sur les plages. On faisait ça au plus haut niveau français, européen et mondial.
Et puis en 98, après une belle année avec quelques titres de champion de France, champion d'Europe, etc., on a décidé d'arrêter pour se consacrer que à la démonstration et au spectacle. Et c'est de là qu'est née l'association Awita avec tous ces gros cerfs-volants. Bon, on essaye de se faire voler celui-là? Alors là, il va falloir que mes collègues viennent nous aider parce qu'à tous les deux, on ne va pas y arriver. On va les appeler. On essaye de faire voler le bol. Bonsoir Alex. Allez, allez-y les garçons, c'est super. On adore. Faut les motiver, hein.